session d'information sur A30 Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Au sommaire de cette édition, début ce vendredi des audiences à la Cour constitutionnelle sur le contentieux électoral à la présidentielle. Plus de 10 requêtes ont été déposées, parmi lesquelles celles portant invalidation de la candidature de Félix Tshisekedi et de Moïse Katumbi. Jean-Luc Mélenchon, opposant français, condamne l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Il a été reçu ce jeudi par Félix Tshisekedi. Un invité dans ce journal, il s'agit de Joël Lainika, activiste de droits des consommateurs et désormais acteur politique. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Cour constitutionnelle entame ce vendredi les audiences publiques relatives aux requêtes à l'encontre des candidats présidents de la République. La plus haute juridiction du pays a constitué une chambre spéciale pour examiner 12 requêtes au total. Il s'agit notamment celle de cette Kikuni contre la candidature du président Félix Tshisekedi ou encore celle de Noël Tchani contre la candidature de Moïse Katumbi. Les juges du contentieux électoral devront ainsi délibérer sur ces requêtes en déant 48 heures. Entre-temps, les réactions ne cessent autour de la requête pour l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. Son parti a saisi la Cour constitutionnelle. Alexis Thambwe Mwamba, ancien ministre de la Justice, a aussi donné de la voix. Suivez. Dans cette lettre adressée au président de la Cour constitutionnelle, Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi persiste et signe, son président est bel et bien congolais et n'a jamais été détenteur d'une nationalité italienne, contrairement aux affirmations contenues dans la requête introduite par les candidats Noël Tchani. La correspondance signée par le secrétaire général d'Ensemble se veut un moyen de défier le président de la Cour constitutionnelle, cette juridiction qui débute ce vendredi 26 octobre les audiences sur les contentieux électoraux concernant la présidentielle. Demain, nous sommes prêts pour présenter nos moyens de défense, mais il y a lieu aussi de démentir des rumeurs, quand ces rumeurs s'alimentent notamment par des correspondances adressées à certaines autorités. Non, l'agitation se passe dans l'écran de la désinformation. Il y a un temps pour tout. Nous avions laissé la désinformation s'agiter, inventer des rumeurs et les faire avancer. Mais maintenant que nous sommes dans une phase où la justice doit statuer de manière ferme, il est important aussi que nous puissions commencer à réfuter la machine à mensonge. Nous avons tous les éléments qui démontrent que Moïse Katumbi est bel et bien congolais et que le temps est venu de tordre les coups à ces rumeurs malveillantes des gens qui ont peur de l'affronter dans les urnes. À 24 heures d'audience à la Cour constitutionnelle, le candidat président du parti Ensemble est conforté par la sortie médiatique d'Alexis Thambwe Mwamba, ancien ministre congolais de la Justice. Selon lui, il n'existe aucune preuve qui atteste que Moïse Katumbi a la nationalité italienne. Je voudrais dénoncer l'hypocrisie nationale sur cette question de la nationalité congolaise. Je n'avais pas de preuves qu'il était italien. J'ai eu des dénonciations. Par la suite, Moïse Katumbi a pris un avocat célèbre, Dupond-Moretti, ministre français de la Justice, qui a fait parvenir des documents disant que la commune de résidence ne lui reconnaissait pas la nationalité italienne. Donc pour moi, c'est une page tournée. C'est absolument une distraction de soulever cette question. On est dans un faux débat. Je pense que c'est le président de la République lui-même qui avait ordonné qu'il fallait donner à Moïse Katumbi son passeport. C'est le président de la République lui-même qui avait dit, mais il avait été gouverneur du Katanga, comment peut-on lui contester la nationalité congolaise? Il ne faut pas embraser le pays en serriant les personnes qui peuvent se présenter. Les élections en République démocratique du Congo sont programmées à la date du 20 décembre prochain. Parlons processus électoral dans ce journal. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a lancé mercredi 25 octobre la formation du personnel navigant pour assurer la mobilité du matériel électoral et des agents à travers les territoires nationaux. La centrale électorale s'est dotée de 28 bateaux, dont 9 de grand format pour le déploiement du matériel électoral. Écoutez. Les préparatifs de la tenue des scrutins du 20 décembre 2023 se poursuivent.
l'acheminement du matériel et le mouvement du personnel de la CENI occupent une grande partie des opérations logistiques en cours. La configuration géographique de la République démocratique du Congo, notre pays, impose à la CENI le recours à plusieurs types de moyens de transport, notamment l'usage de bateaux ou encore d'embarcations. Dans certains cas, il n'est pas possible de joindre les différents villages ou bourgades que par des fleuves, des rivières ou encore des cours d'eau. Et cela est le cas de plusieurs de nos provinces. C'est pour cela que la CENI a acquis 28 bateaux pour faciliter et améliorer le convoi du matériel électoral et de ses agents. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de l'acquisition de ces bateaux, mais aussi nous nous organisons afin que ces bateaux puissent remplir leur rôle. Et la communauté économique des États de l'Afrique centrale a dépêché à Kinshasa une mission d'évaluation en prévision des élections du 20 décembre prochain. La délégation de la CEAC a échangé mercredi avec le ministre en charge de l'intégration régionale Antipas Mboussania Mouissi. Au menu de la rencontre, le calendrier de cette mission préélectorale qui devra aboutir par le déploiement d'une mission d'observation pour les élections du 20 décembre 2023. Suivez. Le commissaire, comment ça va? À Kinshasa, en prélude de futures échéances électorales de décembre prochain, la mission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC entend analyser les défis et les niveaux de la préparation des élections générales. La délégation conduite par Mangal Bat, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité à la CEAC, a présenté au ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussania Mouissi le calendrier de leurs activités en RDC. Activités qui permettront à la CEAC de déployer une mission d'observation pour les élections du 20 décembre. Nous sommes venus rencontrer le ministre d'État pour déjà lui donner un aperçu du programme de notre séjour ici. La mission va durer jusqu'au 3 novembre. Nous avons un calendrier des rencontres que nous avons proposées au ministre d'État. Il a fait des suggestions très pertinentes sur le contenu de ce calendrier. Nous entendons le réaménager pour tenir compte de ces observations et nous reviendrons vers le ministre d'État pour qu'il puisse nous aider à rencontrer ces personnalités clés, les grandes autorités qui sont impliquées dans l'organisation des élections générales du 20 décembre 2023. Aucun acteur ne sera exclu. C'est trop dire. Nous l'espérons. Nous espérons qu'aucun acteur ne sera exclu. Nous ferons le maximum pour que tout le monde, ou du moins toutes les couches représentatives, soient en tout cas rencontrées par la mission. Débutée le 23 octobre, la mission de la CEAC en RDC prendra fin le 10 novembre prochain. Elle succède celle de la SADC. Je l'ai dit au sommaire de ces journaux, Félix Tshisekedi a échangé ce jeudi avec Jean-Luc Mélenchon, opposant français en visite de travail en République démocratique du Congo. Les discussions ont tourné essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est. Jean-Luc Mélenchon a condamné les exactions commises par le M23 soutenu par l'armée rwandaise. Il a été accompagné de 3 députés français signataires d'une proposition de résolution du Parlement français qui condamne les agressions du Rwanda. On l'écoute. Le président nous a fait l'honneur de nous recevoir 1 heure durant. Il nous a présenté la vision la plus complète qui soit de la situation et il savait que nous sommes ici comme des amis, agissant dans le cadre d'une mission pour les parlementaires, je ne le suis plus, les parlementaires, qui ont l'intention de retour en France de reprendre leurs interventions pour que leurs propositions de résolution soient présentées devant l'Assemblée nationale française. Déjà, le Parlement européen s'est prononcé sur une position favorable à la RDC et pointant la responsabilité du Rwanda. Quant à moi, à cet instant, puisque je suis venu invité par une université pour me présenter devant la jeunesse de votre pays, j'ai voulu réaffirmer la fraternité
qui est la nôtre, à l'égard du peuple congolais, dans un moment où nous savons qu'il rencontre une difficulté qui est totalement importée, dans laquelle il n'a aucune responsabilité, puisque pour sa part, il a respecté les engagements de cessez-le-feu qui avaient été pris. Et donc, la République démocratique du Congo est dans la situation d'un partenaire loyal et d'un ami, et il était temps de rappeler la fraternité qui nous anime et la condamnation des agissements qui perturbent la vie démocratique de ce pays, puisque la reprise des activités militaires d'agression se déroule au moment où la République démocratique du Congo organise ses élections présidentielles, les élections les plus déterminantes pour lui. Dans un autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde participe au forum Global Gateway qui se tient cette nuit du 25 au 26 octobre 2023 à Bruxelles. Il a été au nom du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo pour mobiliser et inviter les investisseurs privés européens en République démocratique du Congo dans le but d'accélérer le processus des transitions numériques, énergétiques et écologiques. Le Forum Global Gateway 2023 est organisé à Bruxelles sous le thème « Partenariat sur les chaînes de valeur durable des matières premières critiques et stratégiques ». Dans son discours prononcé au nom du président de la République Félix Tshisekedi à l'ouverture de ces assises, le Premier ministre a mis l'accent sur les potentiels de la RDC présentés comme pays solution qui regorge des nombreuses substances minérales intervenant dans ces transitions. Au niveau de la RDC, je peux vous affirmer que nous avons entamé la mise en œuvre de ce projet par des actions concrètes que je me permets de vous citer ici. Premièrement, la signature en avril 2022 d'un accord coopération à Lusaka entre la RDC et la Zambie en vue de développer une zone économique spéciale transfrontalière devront abriter des usines de production des précurseurs de batteries de véhicules électriques. La création du Centre africain d'excellence pour la recherche et l'innovation sur les batteries. 3. La création depuis février 2023 du Conseil congolais de la batterie. 4. L'accord cadre en mars 2023 relatif à la création des zones économiques spéciales à la production des précurseurs des batteries et véhicules électriques entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Et enfin 5. La mise à disposition des nouveaux espaces pour abriter la future zone économique spéciale. Et c'est dans ce contexte que la République démocratique du Congo reconnaît à sa juste valeur l'intérêt que l'Union européenne plutôt accorde à la question du partenariat sur les chaînes en 2027. Face à cet engagement, je ne doute pas que l'initiative de la RDC bénéficiera de l'implication directe de l'Union européenne qui n'hésitera pas à mobiliser ses capitaines d'industrie. À côté de cela, nous voulons encourager la coopération sud-sud, au-delà de celle que nous avons aujourd'hui avec la République sœur de Zambie. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a aussi rassuré ses interlocuteurs que toutes les conditions sont réunies pour donner aux potentiels investisseurs les meilleures garanties pour leurs affaires. Autre sujet d'information dans ce journal, plus de 2700 enfants travaillent dans les carrières minières dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba en République démocratique du Congo. Une situation regrettable selon la commission interministérielle de suivi de travail des enfants dans les mines artisanales. La Systema, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, a présenté ces chiffres au cours de son assemblée plénière. C'est jeudi à Kinshasa. Reportage. Au total, 2796 enfants travaillent dans les sites miniers artisanaux. Résultat de l'étude menée dans 6 sites à Kolwezi et à Lubumbashi par la commission interministérielle de suivi de travail des enfants dans les mines artisanales. Systema, une étude qui entre dans le cadre du projet Combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement des cobalt. Je me réjouis du fait qu'au cours de ces assises seront présentées des statistiques globales des activités pilotes
d'identification et d'enregistrement des enfants, activités qui ont été menées sur des sites miniers situés dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga grâce au système de suivi et de rémédiation du travail des enfants dans les mines artisanales et les sites miniers artisanaux SSRTE en sigle. Ce nouvel outil de suivi et de rémédiation du travail des enfants complète le processus de mise en œuvre de la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales qui sera validée dans ces 2 jours de travail de manière à atteindre les résultats escomptés en matière de cette lutte. Un projet financé par les gouvernements des États-Unis. Ici de rappeler que l'année 2021 a été déclarée année internationale pour l'élimination du travail des enfants. C'est dans le souci de tester et garantir l'effectivité de ce système que l'OIT a organisé 2 opérations pilotes d'identification et d'enregistrement des enfants sur les sites miniers artisanaux au Lualaba et au Katanga. Nous devons intensifier notre lutte contre le travail des enfants en soutenant une plus grande justice sociale. Si nous y parvenons, la fin du travail des enfants n'est pas possible, mais elle est à portée de main. Après la présentation des résultats d'identification et d'enregistrement des enfants, il s'ensuivra la validation de la stratégie de lutte contre le travail des enfants dans le mine. Sur ce, au nom de son Excellence Madame la Ministre des Mines, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de présentation des résultats des activités pilotes d'identification et d'enregistrement des enfants par le système de suivi et de rémédiation du travail des enfants, ainsi que des résultats de révision de la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales et sur les sites miniers. Ouvert ce jeudi, l'assemblée plénière de la Systema se clôture ce vendredi. Après Bukavu, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics est arrivé mercredi à Uvira, toujours dans la province du Sud-Kivu. Accueilli par une foule en liesse, Alexis Guissaro a surtout dressé un état de lieu des infrastructures routières dans cette partie du pays. La suite en reportage. Accompagné du gouverneur de la province du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics a pris la route de Bukavu en direction de la ville d'Uvira. En fils du terroir, Alexis Guissaro Mouvouni a fait la joie de ses frères et sœurs de cette partie du pays qui l'ont poussé à descendre de sa Jeep 4x4 pour communier avec sa base. C'était le cas à Katuguta, dans le groupement de Itara Luvungi, à Bouéguera et à Kiliba, pour ne citer que ces endroits. Même tableau à la chefferie de la plaine de Ruzizi à Moutaroulé. Ici, l'ambiance est montée d'un cran. Une population en liesse qui se dit soulagée du passage d'un de leurs à Uvira, la terre de ses ancêtres. Mais mots en main, les riverains ont reçu les réponses de celui qu'ils considèrent comme un père, voire un sauveur. Et comme si cela ne suffisait pas, à l'entrée de la ville d'Uvira, précisément au rond-point Kavivira, la mobilisation était totale. Chants, danses, cris de joie en l'honneur de celui qu'on a surnommé l'homme des actions positives. C'est le maire de la ville d'Uvira, Kizamwa Tonzita, qui a accueilli le ministre d'État Alexis Guissaro Mouvouni. Comme dans la tradition sud-kivusienne, le rythme ancestral a fait vibrer le fils du coin. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième partie du journal. Sur ce plateau, j'ai un invité. Il s'agit du coordonnateur des consommateurs lésés, Monsieur Joël Lamika. Bonsoir. Bonsoir Madame Joël et bonsoir à tous les téléspectateurs.
Avec lui, nous allons brosser l'actualité du pays. Comme vous le savez, le gouvernement congolais a majoré le prix de carburant. 1 litre d'essence est passé de 2 955 francs à 3 255 francs à Kinshasa. Monsieur Joël Amika, en tant que coordonnateur du mouvement de consommateurs lésés, quelle est votre réaction après? D'abord, je tiens à souligner qu'il s'agit d'une majoration de plus. Il n'est pas la première, il ne s'agit pas de la première majoration en une année. Malheureusement, c'est la troisième si j'ai encore bonne mémoire. Et à Kinshasa, la majoration elle est passée de plus de 200 francs congolais, alors que à Goma, c'est à 4 000 francs maintenant. Et à Bukavu, le prix se négocie entre 5 000 et 8 000 francs congolais, selon bien évidemment les Kadhafi sur qui vous tombez. Je vais vous dire, c'est une situation extrêmement triste qui va énormément peser sur la qualité de notre vie sociale, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus difficile de faire le plein. Mais aussi, c'est une réalité qui illustre que les secteurs n'est pas bien maîtrisé. Bien maîtrisé parce que, comme vous le savez, les pétroliers sont subventionnés par l'État, mais ils ont posé beaucoup de problèmes. Ils reçoivent vraiment en retard leurs subventions. Ce qui justifie justement le fait pour eux de majorer les prix, de négocier cette majoration de prix plutôt, parce qu'il y a eu un moment où ils n'ont pas été servis. Ils n'ont pas perçu leurs subventions. Et quand ils ne perçoivent pas leurs subventions, ils ont du mal comme ça à aller s'approvisionner. Et donc ça, c'est un problème sérieux. Nous avons eu à échanger avec les ministres des hydrocarbures. Nous avons eu également à échanger avec les ministres de l'économie, enfin les ministres sortants de l'économie nationale. Le problème, il est simple. Il est important que l'État respecte sa parole en dotant bien évidemment ou en envoyant les subventions à temps auprès des pétroliers pour que ces derniers aillent s'approvisionner et que finalement les populations soient servies. Parce que si les pétroliers ne sont pas servis, ne reçoivent pas l'argent, ne reçoivent pas la subvention, eh bien nous arrivons bien évidemment à la rupture des stocks et ça pose un problème justement au niveau de prix. Dans cette situation, pour vous, c'est pas une situation mondiale comme on l'a dit ailleurs, on voit ailleurs. Écoutez, il y a plusieurs... La majoration de prix, c'est une question systémique. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il n'y a pas que les facteurs que je viens d'évoquer, bien évidemment, parce que le Congo, c'est un sous-système dans un système qui élémente. Et au niveau mondial, bien évidemment, il y a eu un mouvement en termes de prix. Donc, il y a eu une légère majoration. Mais au niveau national, l'une des raisons principales, c'est l'irresponsabilité de l'État. L'État qui n'a pas pu honorer ses engagements face aux pétroliers parce que les pétroliers sont subventionnés par l'État et ils reçoivent leurs subventions en retard. Et du coup, ils se sont dit, on ne peut pas continuer à tergiverser dans notre business. On négocie la majoration de prix, ce qui peut nous permettre justement de couvrir le manque à gagner. Et voilà. Alors nous, parmi les propositions, on a eu à proposer au ministre des Hydrocarbures la possibilité de négocier avec les pétroliers et de fixer un prix qui pourra rester bien évidemment dans la durée. Hein, au lieu de revoir le prix après 2 trimestres ou quelques mois. Et ça, c'est pas évident pour les consommateurs congolais. Et qu'est-ce que le ministre vous avait répondu? Écoutez, il a répondu comme tout politicien. Vous savez, moi je vais vous dire franchement, moi je ne suis pas politicien. Et lui, il a répondu comme tout politicien que nous allons voir. Et donc là, je crois qu'ils ont vu. Et finalement, le prix a été majoré. Est-ce que dans vos démarches de défendre le droit des consommateurs, vous avez déjà obtenu gain des causes, pas seulement pour le prix de carburant, pour autre chose où les Congolais leur... Écoutez, madame, je vais vous dire très sincèrement, il faut toujours rappeler aux téléspectateurs que les mouvements nationaux des consommateurs lésés est le seul mouvement ou la seule structure qui avait milité pour la suppression de la taxe RAM. J'ai été reçu sur vos plateaux à maintes reprises. Nous avons obtenu gain de cause. La taxe RAM a été supprimée. Nous avons organisé plusieurs marches où nos militants ont été arrêtés. Nous avons manifesté en pleine plénière au Palais du Peuple, alors que les ministres de Pétentique étaient interpellés sur la question de RAM. Et donc, nous avons fait les lobbying, fait les plaidoyers, nous avons mené des pressions médiatiques et finalement, la taxe RAM a été supprimée. Hormis cela, n'oubliez pas, nous avons mené les combats contre Canal+. On avait démontré que le prix de l'abonnement Tout Canal en RDC était excessif par rapport à d'autres pays. Et donc, nous avons
organisé, nous avons rencontré le ministre de Communication qui avait invité la directrice générale de Canal+. On a donc eu une table ronde qui a finalement abouti à la suppression, plutôt à la baisse justement de prix d'abonnement tout canal. Hormis cela, le mouvement national des consommateurs lésés est une structure qui appartient aussi dans la synergie des mouvements citoyens. Et donc là, nous avons milité pour le départ de l'ambassadeur rwandais. Nous avons obtenu son départ. Nous avons eu à manifester. Personnellement, j'ai initié la soirée des solidarités nationales pour Goma et plus de 800 personnes étaient venues devant le palais du peuple, notamment la première dame. Et donc, dans notre engagement citoyen, nous menons pas mal d'activités, d'abord étant que structure de façon isolée, mais aussi étant que structure dans une sorte de synergie avec toutes les autres structures, enfin ONG de la société civile. Monsieur Joël Lamika, vous êtes autant critique sur la situation des consommateurs congolais, mais vous avez décidé de postuler en tant que candidat député national, mais dans un parti membre de l'Union sacrée de la nation. Comment on peut comprendre? Ben, écoutez, déjà, il va falloir que l'on change notre façon de voir les choses parce que à un moment, en 2016, 2017, 2018 même, on a cru que le problème dans ce pays s'appelait Kabila, Joseph. Aujourd'hui, on commet la même bêtise en croyant que le problème dans ce pays serait Tshisekedi Félix. Ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas la même lecture. Je suis candidat à la députation nationale. Pourquoi je suis candidat? Parce que d'abord, la législation congolaise elle est extrêmement faible en la matière de droits des consommateurs. Et donc, mon combat va essentiellement porter sur les droits des consommateurs. Et j'ai postulé dans une famille politique qui est les Congo prospères et grands parce que, ensemble avec les amis, nous partageons les mêmes idéaux d'un Congo prospère, mais aussi d'un Congo grand. Il y a quelque chose que j'admire beaucoup avec M. Tshisekedi, président de la République, c'est son écoute active. Vous savez, on pouvait bien marcher, militer pour la suppression de la taxe RAM, mais si en face de nous, les interlocuteurs n'avaient pas un esprit d'écoute, les résultats n'allaient pas être justement palpants tel que c'est le cas. Et donc, je crois à un avenir meilleur, mais je crois aussi que chacun de nous peut jouer sa partition et que finalement, une société évolue comme une sorte de synergie générale. Cette synergie générale fera en sorte que moi, étant que député, je fasse mon travail, vous, étant que journaliste, et chacun de nous, étant que citoyen congolais, fasse son travail. Le tout ne repose pas sur la tête d'une personne qui serait Kabila, ou encore Tshisekedi. C'est cette synergie de force dont on a besoin pour changer les choses dans notre pays. Le pouvoir en place avec Kabila, on avait montré à l'époque, c'était Kabila qui était le Écoutez, ce sont les escrocs politiques qui ont vilipendé. Parce que l'UDPS au pouvoir, les choses ont changé. Moi, je ne suis pas politique. Moi, je le dis et je répète, moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je suis un activiste, je suis un citoyen engagé. Les politiciens ont leur discours. Moi, étant que citoyen, j'ai mon discours. Les escrocs politiques qui sont passés sur les médias, je peux citer les noms, des gens comme les Daniel Safou, les Lemba Papa Molière, qui se sont fait élire sur base d'un seul projet de société, l'insulte facile, la critique farouche à l'égard de M. Kabila. Aujourd'hui, député, 5 ans après, rien de concret comme proposition, aucune loi proposée, aucun contrôle parlementaire initié, eh bien les gens sont allés en train de dormir. Aujourd'hui, qu'on ne vous monte pas. Le problème de notre pays, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. La saleté qu'il y a dans les rues de Kinshasa, ce n'est pas forcément Tshisekedi Félix, ce n'est pas forcément monsieur Kabila, c'est vous et moi. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons être exigeants aussi à l'égard de nos dirigeants. Qui a fait de Daniel Safou député national? Papa Molière et tous les autres, tous ces arrivistes justement que nous avons aujourd'hui au Parlement sont devenus élus justement parce qu'il y a une population qui a porté justement ces gens au niveau du palais du peuple. Et si cette fois-ci encore, lors des prochaines élections, les gens commettent l'erreur d'envoyer au Parlement quelqu'un tout simplement parce qu'il aurait critiqué Tshisekedi, quelqu'un parce qu'il aurait critiqué Kabila, quelqu'un parce qu'il aurait critiqué Joël Lamika, ça c'est une grosse erreur. Je crois que la dynamique qui doit être mise en place actuellement, c'est celle de vendre les idées. Qu'as-tu comme combat? Et le mien, il est connu de tous. Actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont lancés à la députation nationale. Est-ce que ce n'est pas par envie aussi d'avoir ce 21 millions de dollars américains? Non, non, déjà, à la base, il faut comprendre. Joël Lamika, ce n'est pas un chômeur. Joël Lamika, c'est un jeune
qui travaille, qui a un salaire, qui a un bon salaire aussi, tu vois. C'est-à-dire que s'il milite, il milite parce que c'est une cause noble. S'il postule, c'est parce qu'il croit que nous ne pouvons plus continuer à observer la politique de loin et continuer à critiquer justement les acteurs politiques. Il est important que ceux qui ont une certaine vision entrent dans la scène politique. Maintenant, après, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que les gens deviennent de plus en plus médiocres lorsqu'ils intègrent la scène politique congolaise. Ça, je ne sais pas, je vais l'apprendre avec le temps. Mais personnellement, je ne peux que rêver justement d'être à la hauteur de ce que j'ai déjà fait. Parce que souvenez-vous, en 4 ans, j'ai réalisé pas mal d'activités citoyennes, pas mal d'activités patriotiques, bien plus que n'importe quel député, bien plus que n'importe quel ministre. J'ai obtenu les résultats. Si ce n'était pas le mouvement national des consommateurs lésés, la taxe RAM ne serait pas supprimée. Si ce n'était pas les mouvements des consommateurs lésés, le prix de Canal Plus ne serait pas en baisse actuellement. Si ce n'était pas les consommateurs lésés, eh bien, on n'allait pas obtenir certains résultats que nous avons obtenus. Et donc, je crois que sincèrement, notre engagement citoyen explique ou justifie l'essence même de notre combat quotidien. Vous soutenez aussi également la candidature de Félix Tshisekedi, puisque vous êtes parti membre, vous êtes dans un parti du pouvoir de l'Union sacrée. Je crois... Son bilan, s'il faut parler de son bilan est... Le président Félix Tshisekedi est le seul candidat qui a 2 éléments importants dont on a besoin dans la course vers la présidence. Il a un bilan et il a un élan. J'explique. Un bilan. C'est-à-dire qu'il est déjà dans une dynamique des activités réalisées. Aujourd'hui, que ces bilans soient pour les uns négatifs ou pour les autres positifs, au moins il y a des éléments sur lesquels on peut voir sa volonté, on peut le critiquer sur base de ce qu'il a déjà fait. Donc il a un bilan. De l'autre côté, il a un élan. Il a placé le pays dans une dynamique de la lutte contre la corruption. Ce sont là les élans dont on a besoin pour obtenir justement un Congo plus grand qu'avant. Et pour ça, rien que pour ça, d'autres adversaires politiques, eux, ils ont le rêve justement et ils ont la vision qui n'est pas encore matérialisée. Il y en a d'autres qui ont les bilans, qui ont déjà géré et nous connaissons tous justement les résultats ou encore la qualité de leur gestion de la chose publique. Mais non, face à cela, M. Tshisekedi a une vision et plutôt a un bilan que je salue parce que on ne peut pas bien évidemment espérer changer tout le Congo en 5 ans, mais il a posé les bases dont on avait besoin, les bases dont on a encore besoin et je crois que pour les 5 prochaines années, M. Tshisekedi fera encore plus qu'avant. Donc n'oubliez pas, c'est le seul candidat qui a un bilan et un élan. Et donc comme il est placé sur un élan, nous ne pouvons que les soutenir pour que ce qu'il a déclenché comme projet aboutisse justement jusqu'à la fin. Nous arrivons déjà à la fin, mais il y a un sujet d'actualité, ça fait la une ce jeudi, la sortie médiatique de l'ancien ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba. 6 ans après, M. Thambwe Mwamba confirmait que Moïse Katumbi était un sujet italien. Aujourd'hui, il confirme qu'il est congolais. En tant qu'acteur politique, un mot par rapport à cette sortie médiatique? Ben, écoutez, moi je crois que nous devons laisser la chance à la justice congolaise de faire son travail. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, je crois que les élections présidentielles doivent être inclusives. Je ne veux pas qu'à l'issue de ces élections, nous faisons face à une crise qu'on ne pourra pas résoudre. Les élections ne peuvent pas être chrysogènes. Elles doivent être porteuses de solutions pour notre communauté. Et pour cela, il va falloir laisser tous les candidats concourir plutôt à ce poste de la présidente ou du président de la République. Et pour finir justement sur cette question, la justice va se prononcer, la Cour constitutionnelle va tabler sur les dossiers. N'oubliez pas, il n'y a pas que M. Katumbi, il y a aussi le président Félix Tshisekedi qui a été justement, je vais dire comme ça, interpellé par la Cour constitutionnelle. Il y a aussi M. Félix Tshisekedi dont les dossiers a été évoqué par M. Seth Kikouni. Et donc, il n'y a pas que lui, il y a d'autres candidats aussi, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi il y a cette fixation autour de la candidature de M. Katumbi.
quand bien même que je tiens à ce que les élections soient réellement inclusives. Mais en ce moment, la Cour va se prononcer sur le dossier Katumbi, sur les dossiers Tshisekedi également. Donc attendons les résultats, on verra ce que ça va donner. Mesdames et messieurs, merci par ici que prend fin cette session d'information. Merci à Joël Amika d'être passé chez Actu 30. Au revoir. Merci à vous. Mesdames et messieurs, au revoir. Je vous retrouve le vendredi à 13h.